Bonjour à tous et bienvenue dans le texte 15, donc le troisième et dernier texte sur l'œuvre Les Cahiers de Douai, toujours dans la séquence, enfin dans le parcours émancipation créatrice. Après le dernier texte final du bac de français, bac oral de français, avec le texte 16, comme je disais, sur le parti pris des choses de Francis Ponge. Et donc là, dans le dernier texte d'Arthur Rimbaud avec Les Cahiers de Douai, on va étudier un poème assez connu, donc un des plus connus, voire le plus connu de son recueil, c'est le fameux Dormeur du Val. Alors pour ce faire, comme d'habitude, je vais utiliser la méthode du bac, enfin la méthode assez classique pour analyser le texte, donc pour l'analyse linéaire, donc avec l'introduction, etc., etc. Alors je vais commencer. Arthur Rimbaud est un grand écrivain français classé au mouvement du symbolisme, donc faut pas toujours classer un auteur avec son mouvement, mais quand il y a des caractères qui correspondent, c'est bien de le classer. Donc, par exemple, Ponge, on classe au surréalisme parce que son œuvre c'est du surréalisme et il y a des caractéristiques communes. Et Rimbaud, on le classe en symbolisme parce qu'il y a des caractéristiques communes, mais pas que. Globalement, on le place en symbolisme, mais il n'est pas que symboliste, entre guillemets. En tout cas, Arthur Rimbaud est un grand écrivain français, né en 1854 à Charleville et mort en 1891 à l'âge de 37 ans à Marseille d'une maladie grave. Il a, jusqu'à ses 15 ans, donc il a grandi. On n'a pas plus de détails sur son enfance, hein, mais on sait qu'il a grandi, on suppose, à Charleville, au foyer familial, qu'il a ensuite quitté à l'âge de 15 ans, où donc il a quitté par le biais d'une fugue, en s'émancipant, donc en voyageant, sans réellement d'objectif précis, mais à la recherche de liberté, pour découvrir un petit peu le monde extérieur, mais sans trop d'objectifs précis. Et son recueil de poèmes s'intitule Les Cahiers de Douai, puisqu'il quitte son foyer familial de Charleville à l'âge de 15 ans pour aller à Douai. Et c'est notamment à ce moment-là, donc les introductions à chaque fois sont similaires pour les mêmes œuvres, à titre de rappel. Et du coup, il a été recueilli par son professeur de français, professeur de lettres, Georges Isambard, monsieur Georges Isambard, qui l'influença, donc il le conseilla, il l'influença à publier, poster ses écrits, à les publier, les rendre publics. Il a, à travers ses écrits, défendu des idées un petit peu de la liberté en apportant un renouveau littéraire. Il a apporté la liberté d'écrire, liberté de retranscrire sa pensée, mais également une liberté, le fait de s'émanciper, et surtout la découverte, le fait de goûter à la liberté qu'offre la nature. C'est dans un petit poème, notamment le précédent, un texte 14, ma bohème, où à travers la nature, il déclare la nature comme un synonyme de liberté, comme un hymne à la liberté. Donc voilà. Et aussi à travers son recueil de poèmes, à travers ses poèmes, Rimbaud critique certains points au niveau de la politique. Notamment, il souligne les horreurs de la guerre franco-prussienne de 1870. Il critique un petit peu quelques réactions, quelques actions, inactions ou réactions des grands dirigeants comme donc la Prusse. Donc à cette époque, c'est c'est Guillaume II de Prusse et Napoléon III. Napoléon III, empereur, donc lui par roi, de France. Voilà, donc il dénonce notamment l'action, l'inaction, la réaction de ses dirigeants, surtout dans le poème Le Mal, mais également un petit peu à travers ma bohème, mais surtout Le Mal. Et également, il effectue une satire de la religion, un petit peu, il critique la religion, donc quoi serait inactive, indifférente, etc. Donc après, ça reste, je pense, subjectif. Il tend vers l'objection, mais ça reste quand même, l'objectivité, mais ça reste quand même un point de vue subjectif. Et donc voilà pour son poème, et par conséquent, pour son recueil de poèmes, et par conséquent, nous allons lire Le Dormeur du Val, qui fait référence également à la guerre, où Rimbaud décrit un petit peu quelques inconvénients, où il décrit un peu les conséquences de la guerre au niveau des conditions, au niveau de la vie qu'il en reste. Et pour ce faire, je vais vous lire le, entre guillemets, charmant poème qui est assez connu. Et aussi à titre de rappel, donc évidemment, c'est le recueil de poèmes de Rimbaud. On parle de prose versifiée ou de vers libres, puisque c'est à l'apparence un vers. Là, par exemple, c'est un sonnet, c'est bien 2 quatrains et 2 tercets, ou 1 8-1 et 1 6-1, ou 2 quatrains, 6-1. Encore une fois, l'appellation, vous faites comme vous voulez. Je vais faire le rappeler à titre de rappel pour chaque poème. C'est un rappel, un rappel. Mais comme ça, vous faites comme vous voulez, vous connaissez bien. Globalement, sonnet, on dit 2 quatrains, 2 tercets, simple. Après, il y en a qui disent 2 quatrains, 6-1, 1 8-1, 6-1. Vous faites comme vous voulez. Mais c'est mieux de dire 2 quatrains en découpant, donc strophe par strophe, paragraphe par paragraphe, et en disant 2 quatrains, 2 tercets. C'est plus simple. Voilà, ça c'est simple. 2 quatrains, 2 tercets. 2 x 4, 2 voix droit. Donc 2 x 4, 8.
plus 2 fois 3, 6, et 8 et 6, 14. Donc vous retrouvez bien 14 vers. Et c'est pour ça qu'on parle d'une poésie en vers, donc en prose versifiée ou vers libre, parce que ça a l'apparence, soit, comme je disais, d'une poésie, d'un sonnet, c'est en vers. Mais les paroles sont parfois pas forcément très courtoises ou aisées, sont parfois un peu familières au niveau du vocabulaire, du langage. C'est pour ça qu'on parle d'une prose versifiée, c'est l'apparence des vers, mais le texte parfois, au niveau du contenu, s'apparente à de la prose. C'est pour ça qu'on parle de vers libre, vers qui sont composés de manière libre, ou de la prose versifiée. Voilà, c'est pour faire une petite aparté, une petite parenthèse. Je vais par conséquent lire le poème, comme je le disais. C'est parti. Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui. C'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nuit. Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans la glaïeule, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Voilà pour les lectures du Dormeur du Val. Et par conséquent, nous pouvons nous demander, on peut s'interroger, on peut réfléchir sur la puissance de la poésie à travers donc, ce poème qui permet à la fois de transfigurer ou de révéler. Donc pour émettre une question problématique, on peut demander comment la puissance de la poésie permet-elle de transfigurer et de révéler. Comment Rimbaud use l'art poétique, entre guillemets, use l'art de la poésie, use-t-il la poésie pour à la fois transfigurer et révéler, et transfigurer notamment des éléments naturels, des éléments de la guerre. Enfin, comment la poésie est-elle puissante pour cela ? C'est ça le fil conducteur de la problématique, c'est ça qu'on peut se demander. Et par conséquent, nous pouvons distinguer 3 mouvements. Donc le premier quatrain, on a la description d'un petit Val, on parle essentiellement du lieu. Ensuite, dans le deuxième quatrain, on va s'intéresser plus à ce qui s'y trouve, donc particulièrement la personne qui s'y trouve. Pas les personnes, mais la personne, donc c'est le soldat jeune, le soldat mort, le fameux dormeur du Val, dormeur qui est dans le Val. Donc on peut dire le soldat jeune ou l'homme roupillant, l'homme qui dort. Enfin, on sait qu'on parle de la personne en deuxième mouvement, excusez-moi. Et le dernier mouvement qui vient conclure, donc c'est les 2 tercets qui qui amplifient un petit peu la situation où on passe d'une transition. Donc on converge d'un simple homme qui dort, donc l'apparence d'un homme qui juste se repose, à en fait un soldat mort. Et c'est ce qui vient conclure le texte. Voilà pour le projet de lecture, et par conséquent on va commencer avec le premier mouvement, qui commence par le premier quatrain, qui commence d'emblée au vers 1, avec le présentatif C, donc le démonstratif C. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Donc on va voir à travers la description du petit Val, dans le premier mouvement, dans le premier quatrain, qu'il y a une certaine forme d'ambivalence, dans le sens où Rimbaud décrit, en même temps, on parle quand même du dormeur du Val, et on sait que c'est un soldat mort. En même temps, il va décrire un peu le côté négatif, donc le côté négatif, il va rappeler un peu le champ de bataille, le champ de la guerre. Et en même temps, il va embellir. En effet, la première phrase, donc il y a le présentatif C, c'est un trou de verdure où chante une rivière. Donc il y a l'hyperbole où chante une rivière, la personnification, il personnifie la rivière. Donc ça cherche à l'embellir. Il dit qu'une rivière chante dans le sens où elle est belle. Il l'embellit, il fait son éloge. D'un autre côté, il dit quand même c'est un trou. C'est quoi ? C'est un trou. Donc un trou, c'est COD, complément d'objet direct du verbe auxiliaire, du verbe conjugué auxiliaire être. Et c'est assez négatif, c'est une portée négative. C'est un nom commun négatif. Un trou, on pourrait penser au trou d'un cercueil, d'un cimetière, ou au trou causé par des obus, ou des tirs de mitraille de la guerre. Donc c'est quand même assez péjoratif. Et une ambivalence, on oppose le trou à la belle rivière qui chante. Donc voilà. Ensuite, à la ligne vers 2, il y a le nom commun herbe des haillons, donc ça reste également assez positif. Donc là, il fait l'éloge et souligne un petit peu le cadre entre guillemets sympathique où il y a une belle rivière, il y a de l'herbe. Puis ensuite, il y a le rejet contre rejet, donc contre rejet accrochant follement aux herbes des haillons, rejet d'argent. Donc on a l'information que les haillons ils sont en argent, donc ça montre que c'est assez luxueux. Et qu'en plus, il décrit le reste du paysage.
donc avec un complément séquentiel de lieu, hein, où le soleil de la montagne fière luit. Donc on voit également un soleil qui est présent, qui luit, et au-dessus de la montagne. Donc on a un paysage assez sympa, il y a une rivière, il y a de l'herbe, il y a la montagne, il y a du soleil. Donc c'est en même temps un paysage montagneux et campagnard, il y a un peu tout. Il y a toutes les beautés, toutes les merveilles de la nature qui sont présentes. Il déclare en ce sens, ce qui va conclure le premier mouvement sur la description du lieu. Donc c'est introduit par le déterminant démonstratif c'est, on peut appeler ça soit un déterminant démonstratif d'un point de vue grammatical, ou alors on peut appeler ça d'un point de vue syntaxical plutôt un présentatif. Je cite, c'est un petit val qui mousse des rayons. Donc la proposition subordonnée relative qui mousse des rayons introduite par le point relatif qui, complément du nom, donc du nom commun val, complément l'antécédent val, nous indique que à travers ce val, il y a une belle vision qui porte. Il y a des rayons, les rayons du soleil au-dessus de la montagne, il y a une belle rivière qui coule, qui chante, entre guillemets, et il y a l'herbe qui est présente. Cependant, il y a quand même un trou. Mais il fait quand même globalement l'use de discours épidectique, hein, ça se compare direct pour faire l'éloge, avec toutes ses qualités, toutes ses descriptions amélioratives et assez, on pourrait dire, décoratives en embellissant le lieu, mais en même temps, il y a quand même une opposition qu'il faut souligner avec comme un trou qui nous introduit sur le reste, parce que ça va relever du champ lexical de la guerre, entre guillemets, et ça nous introduit au deuxième mouvement, où on s'intéresse à l'homme roupillant. Et c'est le cas de le dire avec le deuxième quatrain, qui commence d'emblée par le couple nominal, un soldat jeune, qui nous indique qu'effectivement c'est bien de la guerre dont on parle, parce qu'on parle d'un soldat, et en plus qui est jeune. Et on va avoir une description donc, par des groupes nominaux, avec des extensions du nom telles que des adjectifs, qualificatifs, épithètes ou apposés au nom commun, donc qui fait l'objet de notre étude, ou alors d'autres extensions du nom comme des compléments du nom qu'on va repérer à travers ce quatrain. Donc c'est pour vous introduire un petit peu. Et c'est qu'elle veut dire, par exemple, avec les adjectifs ouverte et nue, donc c'est des adjectifs épithètes qui se lient au nom commun bouche et tête, qui nous indiquent que le soldat prend une posture, prend l'apparence d'une personne qui dort, qui paraît très inactive, et par conséquent, ça nous pousse presque à penser qu'elle est morte. En effet, bouche ouverte, tête nue, si on sait déjà qu'on suppose qu'elle est allongée, un soldat une bouche ouverte, tête nue. Déjà, il a la tête nue, et le fait qu'il a la bouche ouverte, s'il bouge pas, c'est-à-dire qu'on pourrait supposer qu'il est mort, parce que bouche ouverte, rester bouche ouverte, à moins qu'on dort profondément, mais c'est compliqué. Généralement, quand on dort bouche fermée ou quoi. Voilà, et ensuite il y a la proposition coordonnée donc, au vers 7 qui suit, au vers 6, pardon, et la nuque baignant dans les frais cressons bleus. Donc la nuque baignant, donc le participe présent baignant nous indique que la tête est bien posée au sol, baigne dans le sol, et par conséquent, on peut penser qu'il se repose ou qu'il est gravement malade, ou ça va nous pencher petit à petit par le fil conducteur de l'histoire, et qu'il soit mort. Et en effet, donc il y a au niveau de la poésie, donc le langage poétique comme procédé poétique, entre guillemets, donc il y a le rejet contre rejet, donc il y a contre rejet dans les frais qui sont bleus avec le rejet d'or. Donc on a bien la première information qui est inscrite une première fois donc par le présent ensemble d'un indicatif d'or, et il dort, on sait qu'il dort, mais on pourrait penser que c'est il dort de manière profonde, de manière terminée, finale. Et ça va se confirmer après. On a une autre information par le présent ensemble d'un indicatif, par un passé composé, qui nous indique qu'effectivement il est bien posé au sol. En effet, je cite, au vers 7, et il est étendu dans l'herbe sous la nue. On a l'information qu'il est bien par terre, puisqu'on sait qu'il est étendu, et ou dans l'herbe, donc sur le sol. Et ce qui nous indique, et ce qui nous pousse à penser, donc en nous menant vers le troisième mouvement, qu'il est mort, c'est par l'adjectif au vers 8, pâle. Pâle dans son hiver où la lumière pleut. Surtout l'adjectif pâle qui tout de suite fait réagir, qui nous indique qu'il est tout pâle, bouche ouverte et tête nue, à titre de rappel. Donc on peut supposer qu'il n'est pas bien du tout. Surtout s'il ne réagit pas, s'il est pâle, qu'il ne parle pas et que sa bouche ouverte ne le dérange pas, ne le fait pas réagir, c'est qu'a priori, il dort profondément et par conséquent, nous pouvons bien évidemment et bien effectivement insinuer qu'il est mort. Et ça va se confirmer par le troisième mouvement, où nous arrivons à une amplification, on pourrait dire, des symptômes, donc de la description, jusqu'à en arriver à la mort. Bon. Donc en effet, je continue avec les deux derniers tercets, les deux tercets, qui commencent d'emblée donc au vers 9, les plis dans les glaïeuls, donc on a l'information par ce groupe nominal que ses pieds sont posés par terre. On a la deuxième, donc on pourrait dire le verbe qui est répété de manière anaphorique, on pourrait dire qu'il est anaphorique, on pourrait dire qu'il y a une anaphore du verbe d'or puisqu'il est répété 3 fois. La première fois c'était rejet,
au vers 7. Ensuite, là, au vers 9, donc on déclare « il dort ». Et c'est répété, donc j'ai introduit un peu, au vers 12, 13, excusez-moi. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Il dort, donc c'est répété une 3e fois. Donc ça confirme bien qu'il est posé par terre, qu'il dort. Et par conséquent, qu'il est inactif, effectivement. Ensuite, il y a une comparaison introduite par l'outil de comparaison com au vers 9-10, où on compare son sourire, donc souriant, on parle participe présent, souriant comme sourirait un enfant malade. Donc ça témoigne, enfin ça ajoute un élément qui témoigne du fait qu'a priori il est inactif, il est pas bien et qu'il semble presque mort, puisqu'il a la bouche ouverte et son sourire est comme un enfant malade par conséquent un enfant qui souffre, un être humain souffrant. Par conséquent, on suppose qu'il va pas bien, c'est la raison pour laquelle il est inactif. Et troisième, on pourrait dire troisième fois, enfin quatrième fois même que le verbe dort est répété et présenté de manière anaphorique, c'est par le présent simple de l'indicatif, il fait un somme. Donc c'est un groupe nominal, on va dire, c'est un groupe verbal, parce qu'un verbe présenté de manière synonyme, c'est un synonyme. Et on a dit il dort, il dort dans le soleil, et là il fait un somme. Mais ça reste, c'est un synonyme dans le sens, entre guillemets, où ça permet de présenter et de confirmer qu'il dort bien. C'est juste, on le dit d'une autre manière, mais ça souligne bien qu'il dort. Et là, on retrouve encore une forme d'aparté, mais toujours une connexion entre Rimbaud et la nature, puisque Rimbaud effectue un retour à la ligne d'un point de vue syntaxical, au niveau du texte textuel, et il s'adresse à la nature par une apostrophe avec une majuscule, nature, et il lui demande, comme si c'était un peu une prière, comme un ordre, mais il demandait gentiment, par le biais d'un impératif présent, berce-le chaudement, il a froid. Donc évidemment, déjà, il y a l'ambivalence, l'opposition de température entre chaudement, donc l'adverbe chaudement, et le fait d'avoir froid, donc l'adjectif froid, le qualificatif froid. Mais ça souligne bien aussi qu'il est malade. C'est-à-dire qu'il demande à la nature de le réchauffer, de le bercer chaudement, puisqu'il a froid. Donc il y a toujours cette idée qu'il est malade. Et enfin, nous arrivons donc là, une amplification encore plus dense, encore plus importante, avec le deuxième et dernier tercé, où on va voir qu'il est réellement inactif et on va avoir la confirmation qu'il est mort, qu'en fait il est inactif puisqu'il est mort. Donc le fait qu'il soit inactif, donc c'est par la phrase négative, donc qui est une négation totale, introduite par le mot négatif, par les mots négatifs ne et pas, surtout ne. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, je cite, donc au vers 12, qui nous indique que les odeurs de la nature, des plantes, donc soit des mauvaises odeurs, des bonnes odeurs, le fait qu'il réagisse, il pourrait y avoir de mauvaises odeurs, mais comme il ne réagit pas, ça souligne qu'il est inactif et par conséquent il est peut-être mort. Parce que un serpent, un insecte qui viendrait le chatouiller, le déranger, ou une odeur qui viendrait le frissonner le nez, normalement quelqu'un d'actif, quelqu'un qui dormirait, sauf si on dort profondément, mais ça devrait quand même le réveiller ou le faire réagir. Il devrait bouger, mais là s'il n'y a aucun signe de vie, aucun mouvement, si ça ne fait même pas frissonner sa narine, si sa narine ne se rend même pas à l'odeur, c'est qu'il paraît très inactif et par conséquent, on peut réellement supposer, de manière justifiable, qu'il soit bel et bien mort. Ensuite, comme je disais, on a la confirmation, il dort, donc répété une 3e fois, donc de manière anaphorique, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, donc aussi le nominal, la main sur sa poitrine, nous indique que sa main est posée sur sa poitrine et par conséquent, pareil, s'il était actif, je pense que ce serait fatigant, entre guillemets, d'avoir toujours dormir avec sa main sur sa poitrine. Au bout d'un moment, peut-être que sa main tomberait. Et là, le fait que sa main ne bouge pas, c'est un autre élément qui témoigne du fait que, a priori, il est bien inactif. Et donc, il y a le rejet, enfin, le contre-rejet, la main sur sa poitrine et le rejet tranquille. Donc, pareil, il y a une ambivalence où elle souligne quand même qu'il est posé, entre guillemets, tranquillement. Et ensuite, il y a la phrase finale qui vient conclure le texte, qui nous explique pourquoi il n'y a aucun signe de vie, il ne réagit pas, il ne parle pas, il paraît très inactif et il paraît vraiment malade ou blessé. C'est parce que je cite, par la phrase au présent simple indicatif, donc la phrase simple, il a 2 trous rouges au côté droit. Et donc ça conclut dans le sens où on comprend d'emblée que ces trous rouges, donc l'adjectif rouge, là, ça connote toujours cette idée du sang, ça fait référence au sang, donc comme les crachats rouges de la mitraille, dans le poème Le Mal, ça se lit. Et
ça souligne bien comme en fait les 2 trous rouges, c'est des trous qu'il a reçus par la mitraille, on peut supposer, donc par l'arme de l'époque, toujours pour faire lien, hein, ça se lie au poème Le Mal, qui est un autre texte de la séquence. Et ça souligne bien qu'en fait il a été tué. Pourquoi il ne réagit pas? Parce qu'en fait il est mort, il a reçu 2 trous au côté droit, il a reçu 2 tirs de balles qui l'ont fait saigner, qui lui ont fait perdre ce sang, et par conséquent, il est mort, et par conséquent forcément inactif, et visage malade, corps malade, un grand corps malade, sur le sol. Voilà, pour la petite anecdote, grand corps malade, si vous avez repéré le jeu de mots. Bref, voilà. Voilà pour le texte sur le dormeur du Val. Et nous en venons maintenant à la conclusion, où ce texte, à travers de ce texte, nous avons vu la force de la poésie qui a permis à la fois de transfigurer et de révéler. Donc, de révéler la vérité, entre guillemets, hein, pourquoi cet homme paraît mort, inactif, et paraît, entre guillemets, déshumanisé, inhumain, parce qu'en fait, il est mort. Et surtout, de transfigurer, voilà, de faire apparaître l'apparence d'un homme, d'un soldat, mais aussi l'apparence du petit Val. Donc voilà, et pour résumer un petit peu, nous avons vu évidemment la description d'un lieu. Tout d'abord, on s'intéresse au lieu, qui est présenté de manière ambivalente, parce qu'il y a le trou qui est introduit au deuxième mouvement et qui est assez péjoratif. Ça souligne un peu un trou de cimetière, ou alors un trou justement causé par une balle, donc le trou au côté droit, ou alors le trou causé, dans le champ de bataille, hein, un trou causé par, pas vraiment les obus, mais les tirs de la mitraille, on va dire les balles de la mitraille de l'époque. C'était pas vraiment des vrais obus comme à la guerre de 14-18 ou 39-45, les guerres mondiales. J'allais dire la guerre froide, non, parce que c'est plus une guerre morale, entre guillemets, autoritaire. Et maintenant, on pourrait dire qu'on est en troisième guerre mondiale avec les réseaux sociaux, le Covid, etc. Entre guillemets, mais ça c'était avant. Donc c'est des petits préjugés, mais ça dépend, hein. Enfin voilà. Mais sinon voilà, c'est ambivalent parce que, bah voilà, on dit quand même la description d'une rivière qui chante, on voit le soleil, les rayons du soleil, de l'herbe, la montagne, donc un paysage plutôt sympathique, entre guillemets, assez, Rimbaud, j'allais dire Plonge, mais non, toujours pas, c'est Rimbaud, bel et bien Rimbaud qui nous fait goûter à ce paysage, qui paraît assez sympathique, assez joli, assez splendide, mais il y a quand même le soldat mort qu'on y retrouve après. Donc au début, on s'intéresse à l'endroit, au lieu, on analyse l'endroit, ensuite il y a une analyse de ce qui s'y trouve, et notamment l'humain qui s'y trouve, c'est important, on s'intéresse surtout à l'humain, qui est un soldat jeune en l'occurrence, et qu'en fait, au fur et à mesure, par les descriptions qu'on a, on comprend au fur et à mesure qu'il est pas bien, qu'il est malade, en fait, simplement qu'il est mort. Et surtout, parce que déjà, s'il était malade et tout, on pourrait se sauver, mais là, le fait qu'il ne réagit pas, qu'il a une apparence malade, et qu'en plus, il ne réagit pas, c'est que, en fait, il est mort. Et on a bien la confirmation qu'il dort, et en fait, qu'il est mort. C'est un sommeil profond, final, comme je le disais, terminé, puisqu'il est mort. Et ça se confirme par « il a 2 trous rouges au côté droit ». La phrase finale. Et donc voilà pour les points problématiques, donc la poésie est puissante pour transfigurer et révéler. Et c'est ça qui est remarquable dans cette puissance de poésie usée dont Rimbaud fait l'usage, et notamment cette liberté de poésie pour souligner quelques mots négatifs. Enfin, par exemple, les 2 trous rouges au côté droit, etc. Il y a certains mots où en poésie classique, ça ne se dirait pas forcément parce que c'est un peu horrible. Ça peut se joindre au théâtre, à la règle de bienséance, ou au fait aux bonnes paroles, etc. Les paroles ne sont pas forcément courtoises. C'est pour ça qu'on rappelle que Rimbaud a voulu innover en poésie, et notamment c'est pour ça qu'on appelle son style entre guillemets de la prose versifiée ou des vers libres, et que c'est pas des vers classiques. Voilà pour la vidéo sur le dormeur du Val, et à titre comparatif de comparaison, on peut comparer ce poème au poème Le Mal, où il y a une critique également un petit peu des conditions difficiles de la guerre, des horreurs de la guerre, où ça se lit. Parce que là, en soi, indirectement, on décrit quand même l'horreur de la guerre, la conséquence de la guerre, c'est qu'il y a des blessés, des morts, et surtout un mort qui saigne, il a perdu son sang, il est saignant. Donc pas comment c'est caché à Vacheral, hein, pour les anecdotes, même si c'est pas drôle. Mais là, c'est vraiment, on va dire c'est flopesque, hein, je sais, c'est vraiment flopesque. Mais non, là, c'est vraiment un soldat, voilà, qui est mort, qui a subi. Et Rimbaud dénonce cette horreur de la guerre et surtout les conséquences de la guerre qui paraissent incontrôlées quand on enclenche une guerre. On pense pas forcément aux dégâts, au malheur. Par exemple, pour la famille, pour la maman, pour la famille de ce soldat, ça reste horrible. Et aussi, par rapport au Dormeur du Val, dernière ouverture, c'est qu'on peut comparer le Dormeur du Val à Rimbaud. Enfin, pas forcément l'idée du mort, soit du mort dans le sens il a fait mourir sa jeunesse. C'est un peu son enterrement de jeunesse quand il a fugué. C'est pour ça qu'on pourrait parler d'un soldat mort, puisque quand il a fugué, là, il a été vraiment adolescent, presque adulte, hein, il s'est presque retrouvé tout seul à devoir assumer les conséquences de sa fugue, donc il est passé presque à l'âge adulte, surtout qu'il a écrit ses poèmes et qu'il a fugué pendant 5 ans, pendant l'écriture de ses poèmes, de 15 à 20 ans. Donc il est réellement passé de l'âge adolescent à l'âge adulte, surtout dès qu'il a dû fuguer tout seul. Voilà, donc on pourrait dire qu'il a enterré un peu son enfance-adolescence. Donc première image du soldat mort, et deuxième image, pas forcément mort, mais en tout cas du soldat. Le soldat,
quand il part, combattre, et bah, il quitte sa famille, il quitte son foyer, il part comme un homme, se battre, même s'il est jeune, même s'il a 16 ans ou 19 ans. Voilà, bah, là, c'est pareil. Quand, Rimbaud a quitté son foyer de Charleville, il est parti en image de soldat, tout seul, avec des vêtements pauvres, parti combattre la vie, combattre l'aventure. Il est parti s'aventurer dans la nature et il en est content, hein. Il s'est déclaré comme petit poussé rêveur, il a observé la nature, et cetera. Il en a été content, épanoui, même pour des endroits avec des ombres ou sombres, il a réussi à en faire des compliments, l'éloge, en lisant bien évidemment pour procéder le discours épidictique. Mais, mais voilà, il est parti comme un soldat, et il y a cette image du soldat où, en fait, quand il a fugué, il a bien quitté son foyer familial, notamment sa mère, et c'est cette image du soldat qui fuit. Et notamment, le soldat, il sait qu'il va se battre pour la patrie, mais il sait pas combien de temps ça va durer, il pense que ça va pas durer longtemps, etc. Donc ça, c'était un peu les idées, notamment de la Première Guerre mondiale, on pensait que la guerre n'allait pas durer longtemps, alors qu'il a duré longtemps. Et ben là, c'était un peu cette image-là. Peut-être que Rimbaud pensait qu'il allait fuguer 3 mois, au final, il a fugué a priori pendant 5 ans. Voilà, et donc cette image du soldat en ouverture. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Le texte 15 avec le dormeur du Val est mort, donc s'achève. Le texte devient mort, entre guillemets, donc s'achève. Et prochaine vidéo, le texte 16, le texte final du bac oral de français pour cette année. Et donc généralement, les cahiers de Douai, c'est tombé l'année dernière, c'est tombé cette année. Enfin, je veux dire, au niveau des œuvres choisies. Et ça pourrait être rechoisi l'année prochaine ou reproposé par les rectorats, les académies. Voilà, donc cette séquence pourra probablement vous intéresser, ainsi que les autres œuvres, à titre informatif au niveau de la méthode, à titre informatif au niveau des contenus ou de la présentation, comment utiliser, quels procédés retrouver, etc., ou à titre d'entraînement, ou à titre si les œuvres sont réemployées, comme le Menteur de Corneille notamment, ou les œuvres complémentaires du théâtre, ou alors les caractères de la Bruyère et les œuvres complémentaires pour la littérature d'idées, ou alors la peau de chagrin et les œuvres complémentaires pour le roman, et les cahiers de Douai, les œuvres complémentaires comme le Parti des choses de Francis Ponge pour la poésie. En tout cas, voilà, je vous remercie. Le texte sur le dormeur du Val est mort, est terminé, se finit, et la vidéo, par conséquent, s'achève. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute, et je vous souhaite une très belle journée. Merci.